B1 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à toutes. Tout de suite, le sommaire. Nous sommes le 9 décembre. La date marque la journée internationale de la lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, c'est près de 15 milliards de dollars américains qui disparaissent à travers la fraude fiscale et le détournement. Un paradoxe lorsqu'on sait que son budget annuel est en dessous de cette somme. Cette journée permet donc de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour éradiquer ce fléau. Une réflexion également portée ce mercredi au menu du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC. La MONUSCO a également fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que l'état de lieu concernant le rapport publié par les Nations Unies sur les violations de droits de l'homme en cette période préélectorale. Et enfin, une innovation dans les finances publiques. Il s'agit d'un nouveau manuel de comptabilisation conçu par les experts comptables congolais. Il vient d'être validé par le gouvernement de la République ce mardi, un précis pour faciliter les procédures comptables des recettes publiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est donc dans l'objectif de renforcer donc le système de gestion des finances publiques qu'un manuel de comptabilisation sur les procédures comptables des recettes publiques a été mis à la disposition de toutes les structures opérationnelle des recettes publiques. C'était lors d'un atelier de validation de ce projet. Suivez. Autour de ces tables, 4 agents intervenant dans le domaine des finances publiques ont réfléchi sur la validation par les structures opérationnelles du projet de manuel de comptabilisation de recettes publiques. Objectif, favoriser l'adhésion et l'appropriation politique des nouvelles dispositions comptables dans le recouvrement de recettes publiques. Ce manuel de 37 articles permettra d'améliorer la gouvernance financière. Nous sommes dans une réforme des finances publiques. Cette réforme implique le changement des méthodes, le changement même de la philosophie dans la gestion des finances publiques. Et cela implique la modification des documents de travail. Le manuel de procédure, c'est l'un des documents de travail qui montre comment il faut travailler au quotidien, de sorte que les comptes de l'État soient tenus de manière à refléter la réalité de la situation financière de l'État. Au terme de cet atelier coordonné par le COREF, les participants seront suffisamment outillés pour maîtriser les procédures des opérations comptables de recettes publiques afin de favoriser la transparence dans la gestion des finances publiques. La République démocratique du Congo serait loin d'atteindre l'objectif assigné sur la budgétisation allouée au secteur agricole dans la déclaration de Maputo. C'est un cas qui ressort de l'atelier de présentation des résultats de la revue diagnostique des dépenses publiques de base du secteur agricole en République démocratique du Congo initié par la Banque mondiale. Sur ces 10% de vocation budgétaire de dépenses agricoles, la RDC n'atteint que 3,13%. Écoutons à ce propos le ministre de l'Agriculture, Pêche et élevage. Qu'au cours de cette grande réunion, les décideurs africains avaient pris pour résolution d'allouer au moins 10% de ressources budgétaires nationales pour les investissements agricoles. In fine, la vision des dirigeants du continent africain, exprimée à Maputo en juillet 2003 et réitérée à Malabo en juin 2014, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, avait pour but de faire de l'agriculture le socle du développement économique de l'Afrique. La revue nous montre que, pour la période couverte par l'étude, c'est-à-dire de 2007 à 2013, les dépenses effectives en faveur du secteur agricole et rural de la République démocratique du Congo n'excèdent pas les 3%. Cela démontre à suffisance que notre pays était encore très loin de satisfaire aux critères de la déclaration de Maputo. Je vous disais à l'ouverture de ce journal, la journée de ce 9 décembre est dédiée à l'échelle internationale à la lutte contre la corruption. Et selon le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, la République démocratique du Congo perd environ 15 milliards de dollars américains dans la fraude fiscale et le détournement. Un paradoxe lorsqu'on sait que son budget annuel est en dessous de cette somme. Mais pour ce faire, un certain nombre de questions méritent d'être posées en cette célébration, notamment celle
celle de savoir qu'est-ce qui justifie cette situation en RDC et qu'est-ce qu'il faut faire pour y pallier. Tentative de réponse dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi ces pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale et qui causent peine et désolation dans certains quartiers de la capitale. Ce mardi, le gouverneur de la ville de Kinshasa est allé au chevet des sinistrés du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. André Kimbuta a promis de prendre en charge les familles qui ont été frappées par ces averses. Suivez. Chef de quartier, Nabougoumes, Bazosala Baliste. Les chefs des quartiers et les bourgmestres vont nous dresser une liste reprenant les noms des sinistrés. Ces derniers seront indemnisés. Les jeudis, je recevrai les familles sinistrées. Mais je suis informé par mes services que vous jetez des immondices dans la rivière. Arrêtez de les faire. Notre objectif premier est de remettre l'usine de la Régie des eaux en marche d'ici 3 à 4 jours. La situation sera rétablie, donc, à partir de samedi. « 715 millions de dollars américains, montant accordé à la République démocratique du Congo par le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, des sommes gérées par l'instance de coordination de subventions de lutte contre ces 3 pathologies. » Suivez. C'est face à face, presse et membres du bureau de l'instance de coordination des subventions de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une occasion pour cette structure, les 6e, d'annoncer le financement du Fonds mondial à la RDC. Un financement à hauteur de 715 millions de dollars américains et qui couvre la période entre 2015 et 2017. Le montant que vous avez été annoncé est un montant qui est lié au plan stratégique du pays. Et le plan stratégique a déterminé un certain nombre d'activités et le financement ne vient que progressivement. Si les activités ne sont pas atteintes, il n'y a pas de financement additionnel. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, au niveau de quand le financement arrive, il passe par les PR. Comme on a dit tout à l'heure, les PR vont choisir aussi les sous-récipiendaires. Plus bas, on peut avoir les sous-récipiendaires. Et à la fin, on retrouve la population. Depuis 2002, le Fonds mondial a déboursé 1 milliard de dollars américains pour lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, des montants importants qui justifient peut-être des bons résultats de l'enquête démographique et santé chaque année. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides constituent l'une des principales armes pour protéger les enfants contre le paludisme, et l'on constate aussi que au cours de la même période, donc entre 2007 et 2013, le pourcentage d'enfants âgés de moins de 5 ans qui couchent sous une moustiquaire a augmenté de 5% à 50%. Pour les récipiendaires, les défis restent à relever, mais la RDC est sur une bonne voie. Effectivement, c'est un montant, c'est important, c'est un gros financement. Mais comme on venait de le dire tout à l'heure, les besoins sont au-delà des financements disponibles, ce qui fait que les gaps est toujours là. Les gaps est toujours là et les efforts sont en train d'être faits pour que ces gaps soient comblés. Effectivement, ça paraît gros, mais par rapport aux besoins du pays, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'instance de coordination nationale CCMRDC est un partenariat public-privé, d'où l'engagement du gouvernement à débourser 60 millions de dollars américains au titre de la contrepartie nationale. Et puis cette innovation dans le monde estudiantin avec des foyers de citoyenneté qui viennent d'être mises sur pied à l'issue d'un atelier de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu universitaire. Des assises organisées hier mardi à l'intention des étudiants de l'ISP Gombe. L'initiative est signée du ministère du genre, l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et la petite fille ainsi que le PNUD. L'installation des foyers de citoyenneté. Une solution qu'entend apporter le ministère du Genre, Famille et Enfants, le PNUD et leurs partenaires pour combattre notamment les antivaleurs, définir le sens de la discipline et le respect mutuel en milieu universitaire. L'un des premiers sites pilotes à bénéficier de cette plateforme est l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Une mise en place faite à l'occasion de cette matinée de sensibilisation sur les violences faites à l'égard de la femme en milieu estudiantin.
national et international, c'est d'éradiquer le fléau du terrorisme et la crise de la Reconnaissant les effets néfastes des viols sur les systèmes éducatifs et le rendement des étudiants congolais, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a quant à lui lancé un appel à la mobilisation de tous. Notre combat est que ces hideuses pratiques cessent. Nous agirons et nous invitons les comités de gestion aussi d'agir sur les enseignants coupables. Mais nous aurons grandement besoin aussi de la collaboration des étudiants qui doivent s'abstenir d'encourager ce genre de pratiques. La violence à l'endroit des femmes, une pratique qui demeure inacceptable pour les PNUD. D'où ces recommandations. L'élimination de la violence à l'encontre des femmes et des filles doit faire intégralement partie du programme de développement à l'horizon 2030. Des cibles précises doivent être incluses dans les nouveaux objectifs de développement durable, y compris en République démocratique du Congo. Cette rencontre est à inscrire dans le cadre des 16 journées d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, dont la clôture est prévue pour ce 10 décembre à travers le monde. Plus de 52% des parents se soumettent à la pratique d'enregistrement de leurs enfants dès la naissance à l'état civil dans la capitale congolaise et seulement 25% en province. Tel est donc le bilan des activités réalisées en 2015 par les services de l'état civil de l'état de la population. Des statistiques rendues publiques hier mardi lors d'un atelier d'évaluation organisé une fois de plus par l'UNICEF. Près de 100 préposés spécialisés, officiers de l'état civil, chefs des quartiers et membres des ONG réunis dans la salle de conférence de l'UNICEF à la Gombe pour faire les bilans des activités réalisées en 2015 par les services de l'état civil et de la population de la ville-province de Kinshasa. Des avancées en ce qui concerne l'enregistrement des naissances et des mariages qui ont doublé en 3 ans, soit 21,25% en 2012 à 52,34% en 2015, mais des chiffres qui stagnent concernant l'enregistrement des décès. Tout ce qu'on peut faire comme analyse, avant 2010, les enfants étaient sous-enregistrés et maintenant les taux commencent à s'améliorer. Mais on a un grand problème jusque-là par rapport à l'enregistrement des décès, qui reste encore jusque-là un grand défi parce que nous sommes en deçà de 10%. La situation de l'état civil et de la population qui s'améliore à Kinshasa, mais les experts constatent un recul dans les pays, d'où l'interpellation de cet enfant reporter. Nous profitons à cette occasion de plaider auprès de l'autorité pour régulariser l'enregistrement des enfants à l'état civil. Nous demandons aux ONG tant nationaux qu'internationaux ici présents d'appuyer l'action vue dans ces activités ou dans les mesures du possible les visiter pour voir les travaux qu'ils réalisent pour les enfants au sein de la communauté. Cherchons donc à créer un environnement protecteur pour les enfants car leur avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Autre défi pour les services de l'état civil et de la population, l'archivage des données. C'est un problème crucial au niveau pays. Parce que vous savez que l'archivage s'est fait à des niveaux. Au niveau du ministère de l'Intérieur, dans les bureaux de l'état civil, parce qu'il y a un volet qui reste au bureau pour archivage. Et il y a un autre volet qui va au bureau central de la justice, qui a pour rôle de pouvoir archiver tous les volets qui viennent de tous les bureaux de l'état civil de toutes les provinces. Et on a pu remarquer qu'en cette matière-là, il y a un défi énorme à relever dans la mesure où il y a des bureaux qui ne transmettent pas ces volets. Donc ça handicape le bon fonctionnement de ces bureaux centraux d'archivage au niveau national. Une rencontre organisée grâce au concours de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. Merci. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal. Rendez-vous respecté ce mercredi au QG de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et parmi les sujets abordés, cette contestation par l'État congolais du rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Rose Maria, représentante du Conseil de sécurité au sein de la MONUSCO, précise que le but du dit rapport est d'orienter justement le processus électoral. Suivez.
C'est un rapport institutionnel qui était commandé par les conseils de sécurité. Ce n'était pas un instrument de sanction, c'était seulement un diagnostic qu'on utilise pour identifier les mesures, pour travailler ensemble avec les gouvernements surtout, mais aussi avec les autres acteurs importants pour les processus ou relevant pour les processus électoraux, pour améliorer la situation, identifier des choses à faire pour doter les processus électoraux de la crédibilité nécessaire. Et avant de poursuivre ce journal, d'abord ce communiqué officiel du cabinet du président de la République dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance numéro 15/084 du 28 novembre 2015 portant convocation d'un dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du chef de l'État informe l'opinion que le comité préparateur du dialogue politique national inclusif est en voie de constitution sur pied de l'article 2 de l'ordonnance précitée. Les consultations menées actuellement par l'ambassadeur Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs avec la classe politique et sociale en vue de la désignation du facilitateur, participe également à ces démarches constitutives du dit communiqué signé le cabinet du président de la République, Néhémie Wilondia. Allez, nous allons poursuivre cette édition d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Kinshasa hier dans la soirée après avoir participé au 4e sommet mondial des législateurs. Ce forum tenu à Paris en marge de la conférence sur le climat COP21 a permis ainsi à Aubin Minakou de porter haut la voix des parlementaires francophones en général et celle de la RDC en particulier. L'heure est grave, c'est plus le moment de tergiverser. Il faut que tous les États du monde puissent s'engager à protéger cette maison commune qu'est la Terre. C'est le message que nous avons apporté, le message de la francophonie, qui a été défini depuis Brazzaville, depuis Berne, il y a plusieurs mois. Mais en même temps, la République démocratique du Congo a été représentée dans sa délégation gouvernementale, notamment par quelques députés nationaux qui ont une petite expertise en matière d'environnement. Ils ont pris et continuent à prendre part activement aux travaux de la COP21 pour notamment expliquer la position de la République démocratique du Congo, le point de vue des personnes que nous représentons, à savoir le peuple, notamment en ce qui concerne la problématique de la protection de nos eaux, le Bangui et ses affluents, la protection du bassin du fleuve Congo, parce que vous savez, le bassin du fleuve Congo, c'est le deuxième poumon de l'humanité aujourd'hui. Il est bon que l'humanité puisse en prendre conscience et soutenir suffisamment la protection de ce bassin du fleuve Congo. Et qui dit bassin du fleuve Congo, dit en bonne partie les forêts et les rivières de la République démocratique du Congo, en bonne partie je dis, mais sans oublier d'autres États, notamment le Congo-Brazzaville et tous les autres États autour de notre pays. Et puis, fête visite de la ministre du portefeuille Louise Munga, mais aussi aux nouvelles infrastructures construites récemment dans le cadre de la deuxième phase du programme de la fibre optique. Il s'agit notamment de la salle de monitoring à l'hôtel de poste et des stations d'amplificateurs sur la nationale numéro 1 à Mbakana, dans la commune de Lansele. Reportage. Dès son arrivée à l'hôtel de poste, la ministre du portefeuille a été conduite dans la nouvelle salle de monitoring de la fibre optique. Devant cet écran grandeur nature, une dizaine de personnes s'est remplacée 24 heures sur 24 avec des ordinateurs pour recevoir les données et surveiller le fonctionnement de la fibre sur tout son parcours. En plus d'une salle de machines centrale qui contrôle toutes les stations avec un espace pour 4 phases, dont 2 sont déjà actives. Animée d'une curiosité managériale, Louise Munga Messozi exige alors une descente dans quelques stations amplificateurs rangées sur la nationale numéro 1. À la toute première station de Lansele, la ministre reçoit les explications du directeur général de la SCPT sur le fonctionnement et la maintenance de ces infrastructures. Et comme toujours, elle y va jusqu'au moindre détail technique. Bon, si la SNEL se coupe, quel est le service qui reprend directement en charge? Les panneaux solaires, automatiquement. Au niveau du pont Maïndombe,
le DG Didier Mousseté de la SCPT présente à la ministre le dispositif de protection de la fibre placé hors de portée de cambrioleurs. À la toute dernière station visitée, la même configuration que la première. Un groupe électrogène, 48 batteries et de panneaux solaires qui relaient automatiquement le courant de la SNEL. Louise Mungamesouzi apprécie le travail abattu tout en saluant le génie de son initiateur, le président de la République Joseph Kabila Kabange. Avec ces infrastructures, la RDC peut espérer jouer pleinement dans le tout prochain jour son rôle moteur en Afrique dans le secteur de postes et télécommunications. Actualité en province, rencontre à huis clos hier mardi à Goma entre le comité provincial de sécurité avec à sa tête le vice-gouverneur de province et les membres du comité Baraza Lawazé, une structure regroupant donc les communautés ethniques vivant dans le Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire bien évidemment en province devenue, il faudra le dire, assez préoccupante et selon le président du Baraza Lawazé, maître Fataki Louindi, une équipe de sa structure descendra incessamment dans plusieurs coins du Nord Kivu pour discuter avec les populations sur la nécessité d'instaurer définitivement la paix. Vous savez qu'il y a des situations assez brûlantes dans la province. Il y a des foyers de tension presque partout. Et le gouverneur, avec son comité de sécurité, ont voulu connaître, avoir